Natalia Jegounova-Komarova, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir que nous avons de nous entretenir avec vous. Vous êtes russe, vous écrivez en français, vous avez résidé un certain nombre d'années en France, en Suisse, vous avez voyagé. C'est honorer les traditions de francophonie et de francophilie de la Russie que de vous recevoir. Merci. Vous avez écrit plusieurs livres sur l'humour russe, vous avez écrit également un livre sur les équivalences des expressions idiomatiques. On aimerait aujourd'hui vous entendre parler de la liberté d'expression et de l'humour. On sait qu'il y a des tabous, des sujets délicats dans toutes les formes d'humour. Est-ce qu'il y en a en Russie aussi? Bien évidemment, nous sommes humains aussi en Russie, comme les autres. Il y a des sujets tabous, il y a des sujets sur lesquels on ne rit pas vraiment, bien entendu. C'est tout ce qui est humain et en plus c'est lié aussi avec les cultures, hein, la religion, beaucoup de traditions aussi, certains oui, mais en règle générale l'humour doit être, ça peut être un outil de combat, ça peut être aussi un médicament pour monter le moral, ça peut être aussi un signe de passer le message à plusieurs degrés. Avant d'écrire et avant de lancer cette maison d'édition qui s'appelle Natania, moi je pensais toujours en tant que professeur de langue étrangère, en tant qu'interprète. Donc je savais que les plus difficiles à traduire, c'est de l'humour, ce sont les expressions idiomatiques et c'est la poésie. Voilà. Trois aspects qui sont les plus durs, presque impossible à traduire, comme les expressions idiomatiques. Donc je me suis dit, il y a beaucoup de maisons d'édition qui ont les traditions, qui ont leur déjà ligne éditoriale bien remplie. Je ne voulais pas ajouter encore un comme les autres. Si je fais quelque chose, pour que ce soit un ajout à ce qui n'existe pas. Bon, voilà, donc ça n'existe pas vraiment, je ne peux pas dire, c'est trop osé. Bien entendu que je ne souhaite pas vexer des autres éditeurs, mais je pensais que je peux éventuellement ajouter une plus-value en quelque sorte à ceux qui souhaitent apprendre la langue française tant qu'ils sont en France par exemple, et ceux qui souhaitent apprendre la langue russe tout en restant en France aussi peut-être. Donc c'est un recueil des expressions idiomatiques, c'est le deuxième volume qui est sorti. Le premier s'appelait Comment peser les mots et il était fait classé par les thèmes et il était fait avec deux CD. L'enregistrement était très bien fait par les artistes qui m'ont beaucoup aidé. Mais malheureusement, maintenant, il n'y a plus de possibilité de les écouter. Donc, le premier livre s'appelait Comment peser les mots et le deuxième, Comment choisir les mots. Donc, je vends les mots au poids et au choix, à volonté. Les tabous peuvent venir de la société, ils peuvent venir aussi d'en haut, de la politique, de la religion. S'il y avait des sujets tabous évidemment dans l'Union soviétique, vous rapportez pas mal de plaisanteries de l'époque soviétique dans vos livres. Est-ce qu'il y a des sujets tabous spécifiques à la période actuelle en Russie? Disons qu'en Russie, si on ne prend pas les actualités, on peut dire que dans l'humour, il y avait plus de beauté et bonté que méchanceté, et surtout c'est pas une bonne perception quand on se moque sur les aspects qui sont sacrés pour l'autre, hein, ou qui font mal. Donc vraiment de l'humour, pas de l'ironie. Il y a autodérision, ça c'est autre chose. Là, on est imbattable. Dans l'autodérision, alors là, on est les premiers, je pense. Mais sur la blessure par l'humour, non. On dépeint en France Vladimir Poutine comme un personnage toujours stoïque, au regard glacial, inquiétant, etc. C'est vraiment l'image qui est véhiculée. Après nous avoir présenté un chef d'État russe comme Yeltsin, qui était toujours présenté rigolard, tapant dans le dos des gens. Le rigolard n'existait pas. Alors là, arrosé à la vodka à fond, même danseur. On est passé d'un extrême à l'autre. Qu'est-ce que vous pensez en tout cas de la vision actuelle qui est donnée, qui est véhiculée en Occident du chef d'État de la Fédération de Russie?
Déjà, vu tout le concours des circonstances de médias qui se passent en France, donc bien entendu que puisque je suis en France, je suis assez souvent, je peux dire que je ne suis pas toujours contente de la traduction, je ne suis pas d'accord avec les traductions qui sont faites, et sur l'image qu'on essaie d'inventer et proposer, comme image que les gens, lorsqu'ils ne sont jamais été en Russie, qui n'ont jamais, qu'ils n'ont pas d'autres possibilités de voir les versions traduites, autres traductions. Bien entendu que c'est l'image négative, mais quand on voit le président russe et on connaît l'origine, toutes ces expressions, ils sont la langue très directe, très riche en expressions idiomatiques aussi, très juste. Bien entendu que c'est la compréhension aussi qui passe autrement qu'il est perçu en France. Et donc, bien entendu que même Vladimir Poutine, il a fait pas mal de blagues. Il a fait, à l'occasion de ses discours, en fait, dans les discours, que j'ai bien cités dans ces 3 ouvrages, qui étaient écrits et qui étaient sortis en 2015, 2020 et 2021. Pour rester dans les clichés et dans l'humour, quels sont les clichés attachés au monde russe, d'après vous, mais du point de vue français? Classique, moi c'est tellement classique, c'est pas possible de dire en plus. Vodka, bien entendu, caviar, matrioshka. Mais depuis ces dernières années, enfin depuis on va dire ces 10-15 dernières années, est-ce que ça... À mon avis, c'est pas changé, malheureusement. Malheureusement, on tient à cette image, à ces images qui étaient inventées. Qu'est-ce que vous pouvez vous ajouter encore? Les nouveaux Russes? Les nouveaux Russes, c'est déjà oligarques. Hein, les oligarques, oui, c'est que maintenant c'est le thème le plus actuel, hein, mais c'est pas l'image de la Russie. En fait, c'est une de petites nuances, mais malheureusement, la Russie a beaucoup de valeurs, comme tous les pays du monde. Mais malheureusement, on ne parle que des clichés, on ne voit que les clichés. On souhaite voir les clichés. Et alors à l'inverse, les clichés associés à l'Occident et en particulier à la France, vue de Russie? La France était toujours bien vue par les Russes. C'est quelque chose de romantique, magnifique. C'est Dumas, comme minimum. C'est D'Artagnan, chaque Français, c'est comme minimum un mousquetaire. C'était ça, hein, à peu près. Donc c'était un petit déséquilibre entre les images des Russes qui perçoit la France, voir Paris mourir. Alors là, c'est une phrase que tout le monde, dans le monde entier, connaît. Et bien entendu que l'image de la France, dans le monde entier, à mon avis, ça devrait être le même. C'est le bon vin, c'est des fromages, ce sont des grenouilles, malheureusement, que depuis 1996, depuis que je suis en France, je n'ai jamais goûté les grenouilles. Mais tout le monde me dit, alors les grenouilles? Alors, je vais vous demander de réagir à une perception personnelle. Vue de France, si on parle de Russie et d'humour, et qu'on s'intéresse pour le coup plutôt à la littérature qu'aux clichés, on pense à Tchekhov, à Gogol, ou même à Dostoïevski, au Carnet du sous-sol. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en littérature russe, associé à l'esprit, l'humour? Grâce à ces occasions de montrer mes livres, ma production, j'ai rencontré pas mal de gens qui m'ont parlé, qui m'ont découvert et qui m'ont ouvert les yeux. Et j'étais un peu épatée, c'est que finalement les traductions des œuvres n'étaient pas toujours les traductions, et c'était que les interprétations. Autant du français en russe que du russe en français. Donc, comme je l'ai dit que le plus difficile c'est traduire l'humour, essayez de traduire Raymond DeVos, essayez de traduire Audiard. Vous ne pouvez pas prendre les paroles d'Audiard et traduire mot à mot. Donc, j'ai vu cette faille énorme dans la traduction franco-russe. À ce moment-là, je travaille sur la traduction de Saltykov-Chidrin, par exemple, qui n'est pas connu en France, juste
deux œuvres, en fait 2 livres qui sont sortis il y a très longtemps et qui sont repris de temps en temps par plusieurs éditeurs. C'est les Golovlov, les Monsieur Golovlov et 3 contes. Et ben là c'est un exemple de vraie satire russe. J'ai relu récemment, puisque je voulais choisir à faire quelques traductions, et donc je pense que c'est plus qu'actuel. Et pour évoquer quelqu'un de plus récent, qu'est-ce que vous pensez de Alexandre Zinoviev, son humour, les hauteurs béantes, tous ces ouvrages qui avaient été L'avenir radieux, qui était vraiment de la soviétologie, mais de la soviétologie satirique, assez féroce, vraiment qui ont été connus en France en fait, avant d'être connus en Russie certainement. C'est ça justement, donc il a écrit pour ce public-là parce qu'il pensait aussi être demandé, il a écrit en quelque sorte à ce qu'on a attendu ici. Mais par contre dans le premier, là, le rouge, j'ai mis 3 humoristes emblématiques comme Devos, Ramon Devos, Coluche par exemple en France. En Russie c'est Jvanetsky, Zadornov et une femme, Ranevskaya. Là en citation, donc j'ai mis quand même une petite présentation pour que, à travers ces expressions, en fait, ces blagounettes, plaisanteries, on pourrait comprendre l'état d'esprit. C'est parce que l'humour, ce n'est pas que de l'humour, en fait, c'est un état d'esprit. C'est une vision du monde. Si vous voulez, donc c'est vraiment une vision, on peut tout voir comme on veut. Mais comme on dit par exemple, si on est dans la forêt de taïga et en face de nous on voit un ours, c'est pas la peine d'avoir peur des moustiques. Certains peuvent rire, les autres peuvent avoir peur. Parlons un instant de librairie. Vos livres étaient distribués, diffusés dans la plupart des librairies jusqu'à l'année dernière. Voilà, jusqu'à l'année dernière. Vous pouvez évoquer cette situation La situation est claire, hein, que les livres étaient sortis de l'étalage. D'ailleurs, j'ai sorti cette année le recueil de la poésie de Tourgueniev. En plus, avec le titre Mieux à choisir, c'est pas possible, Les chemins qui mènent à l'amour. Donc c'est un des titres de sa poésie qui est à l'intérieur. C'est un livre qui est fait par un illustrateur jeune, magnifique. Il a bien fait ses illustrations, mais même ça, ce n'est plus demandé. Dommage, parce que c'est aussi la poésie qui n'était pas connue. Tourgueniev n'était pas assez connu. En fait, Sujet beaucoup plus trivial, beaucoup de plaisanteries que vous rapportez ont trait aux embarras de circulation dans Moscou, le métro, à l'heure de pointe, et ça peint un véritable enfer. Rassurez-nous, ce n'est pas pire qu'à Paris. Ah non, c'est différent. Je vous ai rassuré. C'est rassurant, ça vaut le coup de voyager. C'est immense, c'est long, c'est grand, c'est tellement propre en plus. Mais c'est vrai que les embouteillages, c'est sûr et certain qu'on ne connaît pas ce que c'est les embouteillages. Quand on connaît juste les embouteillages parisiens. D'ailleurs, il y a une sorte de blagounette qui a été faite par un des écrivains contemporains, humoristes russes, Jvanetsky, qui a écrit « Une fois dans un embouteillage, j'ai eu le temps de vendre ma voiture et d'en acheter une autre plus près de feu. » Ça vous explique justement l'embouteillage à Moscou ou à Saint-Pétersbourg. Pour rester peut-être dans l'autodérision, les plaisanteries sur l'alcoolisme sont sans nombre, évidemment. Les Russes boivent beaucoup, ils ne sont pas les seuls. Mais d'après un rapport récent de l'OMS, les Russes boiraient moins. Et de ce fait, l'espérance de vie s'en verrait allongée. Est-ce aussi un des effets pervers de la politique suivie par Vladimir Poutine? Oui, parce qu'il donne un bon exemple aussi. Déjà, contrairement à beaucoup d'autres dirigeants de leur pays, quand même, il montre qu'il joue
hockey sur glace dans les nuits, donc il montre pas mal de... Et puis il y avait cette chanson populaire en Russie, c'était une sorte de girls band russe qui disait « Je veux un homme comme Poutine, pas quelqu'un qui bat sa femme ». Ah ouais, je sais pas, oui, possible. Ah oui, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu. C'était il y a pas mal de temps. Vous avez une bonne mémoire. Enfin, il y a une question, à mon avis, brûle les lèvres des Français s'agissant d'humour et de Russie. On veut tous savoir ce que signifie le mot zapoï. Ouais, c'est une façon de prolonger la fête jusqu'à l'infini, soit à l'infini, soit à perte de mémoire, conscience, une sorte d'état d'alcoolisme, de consommation constante. Normalement, cet état de zapoï, en fait, de l'alcoolisme, continue jusqu'à ce qu'il y ait un petit écureuil qui vienne et qui commence à lui parler en disant « Arrête-toi, c'est bon, sinon on va voyager dans la forêt pour longtemps ». Donc ça veut dire que c'est un état normalement c'est la maladie, bien entendu. Et donc bien souvent on dit que bah, ça y est, l'écureuil est venu, on peut le transporter à l'hôpital. Donc zapoï jusqu'à la venue de l'écureuil. Si c'est... Vous rapportez dans votre livre une plaisanterie de Staline, enfin une anecdote qui concerne Staline. C'était anecdote justement, c'est pas la plaisanterie, c'est anecdote. Ça veut dire ça en russe précisément, je viens de l'apprendre. Bon. Oui, c'est une différence en fait. Anecdote en russe, c'est une blague et qui n'a rien à voir avec l'histoire vraie. Et anecdote en français, c'est pas la même chose. Et deuxième que je peux vous raconter à ce moment-là, c'est sur la conception de l'immeuble où, à ce moment-là, jusqu'à maintenant, est situé le ministère des Affaires étrangères. Il y a deux volets de ce ministère et fait avec différentes architectures. Parce que lorsque le plan a été proposé de la création, en fait, de construction de cet immeuble, les architectes ne savaient pas quel volet peut être mieux vu par Staline. Et donc, ils ont mis un volet droite un peu avec la construction, donc changement de construction, et volet, donc autre volet aussi avec quelques modifications. Donc ils ne savails pas, mais ils se sont dit que s'ils signent à côté droit, donc on va faire les deux pareils comme de droite. S'ils signent à côté gauche, donc ce sera deux volets pareils comme de côté gauche. Et ce qu'a fait Staline, il a signé au milieu. Donc ils n'ont pas osé proposer redemander, donc ils ont fait deux volets différents. Donc il y a seul immeuble à Moscou qui est un de 7 grandes tours en quelque sorte staliniennes où est situé jusqu'à maintenant au ministère des Affaires étrangères qui a deux volets différents. Donc là c'est une anecdote vraiment voilà, hystérique. Et pour le métro aussi c'était la même situation un peu anecdotique, mais c'est comme ça on a eu la ligne circulaire. Merci beaucoup Natalia Jigunová. Précisons pour finir que nous pouvons trouver vos ouvrages à la librairie Vincent. Oui, et avoir un bon accueil. Merci beaucoup.